En 1939, quand l'Allemagne nazie déclenche la guerre, le monde bascule dans un conflit qui va complètement redéfinir les règles. On n'est pas du tout dans une simple suite de la Première Guerre mondiale. Non, là on entre dans une ère de brutalité et une échelle de violence jamais vue. On entre dans une véritable guerre d'anéantissement. Alors, la question qu'on va se poser tout au long de cette explication, c'est justement ça. Qu'est-ce qui rend ce conflit si différent, si radicalement destructeur? On va décortiquer ça ensemble pour bien comprendre. Voilà le programme. D'abord, on va définir ce que c'est, une guerre d'anéantissement. Ensuite, on verra que c'est aussi une guerre totale et idéologique. Puis, on abordera la conséquence la plus terrible de tout ça, l'extermination planifiée. Et enfin, on terminera sur ce que cette guerre a laissé derrière elle. Allez, on attaque direct la première partie. Une guerre d'anéantissement, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? D'abord, un petit rappel du déroulement général pour avoir les idées claires. En gros, il y a deux grandes phases. De 39 à 42, les forces de l'Axe, l'Allemagne en tête, semblent inarrêtables. Et puis, en 1942, c'est le tournant. Avec des batailles comme Stalingrad, la tendance s'inverse et commence alors une longue, très longue et sanglante reconquête des Alliés. Alors ça, c'est la définition à retenir. Dans une guerre d'anéantissement, le but n'est plus seulement de battre l'armée d'en face, non. L'objectif, c'est de détruire la société ennemie tout entière, son économie, ses villes et sa population. La vieille distinction entre le soldat au front et le civil à l'arrière, elle vole en éclats. Pour bien comprendre cet état d'esprit, cette citation de Churchill est parfaite. Ce qu'il dit en fait, c'est que face à un adversaire qui veut votre destruction totale, il n'y a pas de demi-mesure possible. La seule réponse, c'est l'engagement absolu. C'est la victoire, peu importe le prix à payer. Et ça se traduit comment sur le terrain? Eh bien, par exemple, avec les bombardements massifs sur les villes, quand on bombarde Dresde, on ne vise pas qu'une usine. On cherche à briser le moral de toute une population, à semer la terreur, à paralyser le pays. Des villes entières sont rasées et les victimes sont pour la plupart des civils. Allez, on avance. Deuxième point, tout aussi important pour comprendre cette violence extrême, cette guerre, elle est aussi totale et idéologique. Guerre totale, qu'est-ce que ça veut dire? C'est simple, ça veut dire que tout le pays est en guerre. Pas seulement les soldats. L'ouvrier à l'usine, le paysan dans son champ, le scientifique dans son labo, tout le monde participe. Et là, on comprend le lien. Si toute la société participe à la guerre, alors toute la société devient une cible. L'exemple des États-Unis est juste hallucinant. Le pays se transforme en ce qu'on a appelé l'arsenal de la démocratie. Les usines automobiles se mettent à produire des chars et des avions à une vitesse folle. C'est la démonstration de ce que peut faire une société entière tournée vers un seul objectif, la victoire. Et puis, il y a l'idéologie. Écoutez bien cette phrase de Göring, un haut dignitaire nazi. Pour eux, ce n'est pas une guerre classique pour des territoires. C'est une guerre raciale, un combat à mort entre leur vision du monde et le reste de l'humanité. Et c'est cette idéologie, cette conviction d'être dans une lutte pour la survie de leur race qui va justifier les pires horreurs. Et cette idéologie raciale, elle mène tout droit à la page la plus sombre, la plus inhumaine de cette guerre, le génocide. Le mot génocide est fondamental ici. On ne parle pas de massacre improvisé dans le chaos des combats. On parle d'un projet. Un projet pensé, planifié, organisé par un État, avec des moyens industriels, pour éliminer tout un peuple. Ce qui est glaçant, c'est de voir la mécanique, l'engrenage, étape par étape. D'abord, on isole les Juifs dans des ghettos. Puis, en 1941, on passe au massacre de masse par fusillade, la Shoah par balle. Et enfin, en 1942, on atteint l'horreur absolue, avec la solution finale, la construction d'usines de mort, les camps d'extermination. Mais comment des êtres humains peuvent en arriver à commettre de tels crimes? La clé, c'est la déshumanisation. Avant de tuer les corps, on tue l'humanité des victimes. On leur prend leurs affaires, leurs cheveux, leurs noms. Un nom remplacé par un numéro tatoué sur la peau. On les réduit à du bétail pour rendre leur meurtre plus facile. C'est un processus essentiel de la machine nazie. Bon, après avoir vu cette horreur, il est temps de faire le bilan. Quelles sont les conséquences de cette guerre d'anéantissement? Quel est son héritage? 6 millions. Il faut laisser ce chiffre résonner. Ce n'est pas une statistique. C'est 6 millions d'histoires, de vies, d'hommes, de femmes, d'enfants, assassinés méthodiquement. C'est l'ampleur du génocide des Juifs, la Shoah, un chiffre qui dépasse l'entendement. Et ce chiffre de 6 millions s'inscrit dans un bilan global encore plus vertigineux, 60 millions de morts au total. Et c'est là qu'on voit la conséquence directe de la guerre d'anéantissement. Pour la première fois dans un grand conflit, la majorité de ces 60 millions de victimes sont des civils.
En 1945, après le choc des camps et celui de la bombe atomique, le monde est chaos. De ce traumatisme naît une prise de conscience. Des gens comme Albert Camus prennent la parole pour dire plus jamais ça. C'est de cette volonté que vont naître des organisations comme l'ONU, dans l'espoir, peut-être naïf mais nécessaire, de construire une paix durable. Et finalement, cette question posée en 1945, elle nous hante encore aujourd'hui. Comment faire, après avoir touché le fond de la barbarie, pour construire un monde en paix ? Se souvenir de ce que fut cette guerre d'anéantissement, ce n'est pas juste un devoir de mémoire, c'est une nécessité pour rester vigilant. Toujours.